Désolée, désolée, avant de commencer, j'ai marqué une question. Parfait. Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur le projet de loi fédéral C64 sur l'assurance médicaments. Nos panélistes aujourd'hui vont être Olivier Surprenant de l'Union consommateur et Lise Goulet de la CSQ, qui sont les membres de notre comité assurance médicaments de la coalition Solidarité Santé. On enregistre la présentation et on va partager là, la présentation et le PowerPoint qui est très détaillé. Vous allez voir là, à la suite que vous allez pouvoir partager avec vos membres sans problème. Je vais partager euh, le- 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 la présentation et je vais laisser Lise commencer. Pardon, je pars en place. Juste reculer. Oui, c'est ça. Euh, Effectivement, je comprends ce que tu dis, Lise, là, que on voit l'autre affaire en dessous. Puis le mettre en plein écran, s'il te plaît, si possible. Ouais. OK. Alors, je vais commencer le temps que ça apparaît. D'abord, merci tout le monde d'être là. Vous allez voir la présentation, le dossier de l'assurance médicaments pour les gens qui sont dans le dossier depuis un certain temps. C'est un dossier quand même assez complexe. On n'a pas la prétention aujourd'hui de répondre à tous vos questionnements. On va les prendre en note toutefois parce que voyez ça comme le début d'une démarche, puis on va faire de notre mieux pour répondre aux attentes. Vous allez voir également, on n'est pas là pour répondre à des questions d'application en lien avec vos régimes d'assurance respectifs. C'est pas ça du tout, vous allez voir. Donc, puis on va évidemment tenter de répondre au mieux à l'ensemble des questions. Prochaine diapo, le plan de présentation rapidement. On va rappeler les principaux enjeux, problèmes, parler des acteurs et groupes d'intérêt, rappeler quelles sont les positions des partis politiques actuels, rappeler que c'est une lutte de longue date. Et ensuite, Olivier va poursuivre avec le projet de loi 75, qui, somme toute, est assez court, mais vous allez voir, il y a quand même, ça soulève beaucoup de questionnements. Diapositive suivante. Donc, rappel des enjeux et tout ce que vous avez là, on a mis un lien URL qui mène à un feuillet explicatif détaillé. Donc, c'est extrait des documents déjà produits par la coalition. Donc, rappelez que le Canada est toujours le seul pays de l'OCDE qui a un système public de santé qui ne couvre pas les médicaments d'ordonnance. Donc, on est comme une exception. Actuellement, le Canada a 100 régimes d'assurance médicaments publics et environ 113 000 régimes privés, ce qui a fait dire au Conseil consultatif fédéral sur la mise en œuvre d'un régime national que finalement, cette mosaïque-là, qui est très inégale, ben, ce n'est pas un vrai système qui est très efficace et ça rend très difficile le contrôle des coûts, notamment. On a mis aussi un extrait, certaines données du dernier rapport du comité d'examen des prix des médicaments brevetés. 3 données qui nous apparaissaient majeures, qui dit que près de 30 de nos médicaments brevetés au Canada, leurs coûts sont plus élevés que les prix les plus élevés au niveau international. Et près de 70 ont des prix supérieurs à la médiane des prix internationaux. Donc, c'est quand même incroyable. Là. Ça montre à quel point on ne réussit pas à contrôler les coûts, les prix. Et près de 92 de nos nouveaux médicaments brevetés ne constituent pas une réelle innovation thérapeutique. Donc, c'est des données connues et qui font aucun sens selon nous. Diapo suivante. Rappelons également, diapo suivante, je continue, que le Québec a été quand même avant-gardiste en 1997 parce qu'il s'est doté le premier au Canada d'un régime universel d'assurance médicaments, mais en partie public, en partie privé. Donc, il est universel, mais pas entièrement public. Et ça a permis à ce moment-là à 1,5 million de personnes de plus d'être couvertes par l'assurance médicaments. Est-ce que je suis la seule? Ah oui, OK, c'est bon. On a une loi, la loi sur l'assurance médicaments du Québec, qui a 3 objets. Cette loi-là, en principe, devait assurer l'accès aux médicaments, l'équité et le contrôle des coûts
et on se rend compte, après plus de 25 années d'existence, qu'on ne respecte pas l'objet de la loi. Donc, même au Québec, les dépenses en médicaments prescrits par habitant sont parmi les plus élevées au monde. On parle de 10 milliards de dépenses annuelles. Faudrait faire la diapo suivante, s'il te plaît. Ok, excusez, là, j'ai de la misère, je suis avec deux écrans. Mais donc, on a les dépenses en médicaments prescrits les plus élevées. Il y a seulement la Suisse et les États-Unis qui font pire que le Québec en matière de dépenses de médicaments par habitant. Et notre régime privé qui repose essentiellement sur le régime québécois instauré il y a 25 ans, qui repose en bonne partie sur des régimes privés d'assurance médicaments obligatoires, bien, ça a amené des problématiques au niveau de la hausse des primes de nos régimes privés. Aujourd'hui, plusieurs personnes abandonnent leur emploi en raison du coût de l'assurance médicaments beaucoup trop élevé. Et même certains groupes de travailleurs renoncent à leur assurance collective et renoncent par la même occasion à l'ensemble de leur protection sociale en emploi, puisqu'on est obligé d'offrir l'assurance médicaments dans un régime collectif. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Le dossier est complexe. On a fait une liste de tous les groupes d'intérêt qui suivent de très près le dossier. Évidemment, les différents paliers de gouvernement. Ça implique tous les enjeux liés aux accords internationaux, les champs de compétences, le financement. Mais vous voyez, là, il y a des compagnies pharmaceutiques, d'assurance, les pharmacies, les groupes de patients, les professionnels de la santé, les instituts de recherche. Bref, beaucoup de monde surveille le dossier, mais sur plusieurs enjeux: la recherche, la production, l'approvisionnement, les pratiques. Fait que vous voyez que ça fait de tout cela un dossier assez complexe à suivre. Diapo suivante, s'il te plaît. On a tenté de répertorier simplement les positions des différents partis politiques actuels. Évidemment, on ne rentre pas dans toutes les nuances, mais en gros, on peut dire que le Parti libéral du Canada semble avoir une position mitigée sur la question. Ils ont quand même appuyé le rapport Hoskins qui recommande la mise en place d'un régime public universel, mais ils ne semblaient pas pressés d'agir, notamment en raison des coûts très élevés. Puis on peut dire qu'ils se sont fait forcer un peu la main par le nouveau Parti démocratique, qui lui est très favorable et qui menaçait de mettre fin à l'entente avec les libéraux si un projet de loi n'était pas déposé avant le 1er mars 2024. Ils l'ont fait. Le Parti conservateur du Canada, lui, n'est pas très chaud à l'idée d'un régime public universel, notamment parce qu'il craint pour l'avenir des régimes privés. Et le Bloc québécois ben, est toujours défavorable jusqu'à maintenant et il réclame, c'est sa position officielle, un droit de retrait avec pleine compensation financière sans condition, en raison de sa volonté que le champ de compétences soit respecté. Diapositive suivante. Au Québec, rapidement, en juin 2019, l'Assemblée nationale a adopté une résolution unanime avec deux aspects: qu'on maintienne notre régime d'assurance médicaments actuel, donc hybride, et qu'on exige une pleine compensation financière sans condition si un régime canadien est adopté. Récemment, 14 mars dernier, à la demande du Parti québécois, l'Assemblée nationale a rappelé à l'unanimité l'importance que les transferts fédéraux en santé se fassent sans condition. Mais il n'y a pas mention qu'on doit maintenir le régime en place actuel. Et là, on a trouvé intéressant de vous dire que certains députés qui répondent à la lettre qu'on leur achemine actuellement depuis 2-3 semaines, il y a plus de 300 lettres qui ont été envoyées aux députés provinciaux du Québec. Bien, il y a quelques députés du Bloc qui nous ont répondu ce que vous voyez. On est conscient que la mécanique entraîne une pression à la hausse sur le prix du médicament pour les régimes privés. On défend le modèle de solidarité sociale québécois et le consensus québécois sur la question. On est favorable à l'évolution de notre régime vers un régime public et universel propre au Québec. Donc, c'est intéressant. Il y a une certaine évolution, une petite brèche qui se crée. Et ils reconnaissent la nécessité de collaborer avec l'ensemble des parlementaires et des partenaires. Suivant. La lutte, c'est une lutte de longue date, 60 ans d'appui pour un régime public universel. Vous pourrez le relire par la suite. Je passe rapidement. Suivant.
Et on arrive au cœur du sujet d'aujourd'hui. Je passe la parole à mon collègue Olivier. Oui, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, le moment tant attendu, qu'est-ce qui se trouve dans ce projet de loi-là? Alors, comme tout projet de loi, là, il y a un préambule qui énonce les grands objectifs. Je vais essayer d'y aller rapidement, mais que des soins de santé, donc le gouvernement canadien reconnaît que des soins de santé de qualité, y compris un accès aux médicaments sur ordonnance et aux produits connexes, sont essentiels pour protéger et favoriser la santé. Qu'une ordonnance non exécutée pour des raisons financières a des conséquences néfastes. Vous avez une certaine énumération. Que le rôle des provinces, des territoires et des peuples autochtones on le reconnaît et on s'engage à collaborer et à maintenir des partenariats avec eux. D'ailleurs, je vais parler d'eux en termes de partenaires pour les prochaines diapositives. L'importance d'un régime public d'assurance médicaments universel à payeur unique et il reconnaît que l'on vise à mettre en œuvre de façon progressive un régime national et universel guidé par la loi canadienne sur la santé. Prochaine diapo, s'il te plaît. Et donc, à chaque article qui va être mentionné, vous allez avoir là, cette espèce de définition de l'article avec l'article entre parenthèses. Je ne reviendrai pas sur chaque article là, dans le nom. Vous allez pouvoir voir là, à la suite, quand vous aurez la présentation, de quel article il en retourne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc, au niveau de l'objet de la loi, ben, on vise à orienter les efforts visant à améliorer l'accessibilité et le caractère abordable des médicaments sur ordonnance et des produits connexes. On veut soutenir leur utilisation appropriée en collaboration avec les partenaires. On veut poursuivre le travail vers la mise en œuvre d'un régime d'assurance médicaments national et universel. On veut soutenir l'élaboration d'une liste, d'une liste nationale de médicaments sur ordonnance et de produits connexes essentiels et de prévoir l'élaboration d'une stratégie nationale d'achat en gros. Prochaine diapo, s'il te plaît. Oui, OK. Euh, eh bien, ça se base sur tout ça des principes et ces principes-là sont cités comme suit. Premièrement, améliorer l'accessibilité des produits pharmaceutiques de façon uniforme à l'échelle du Canada. Améliorer le caractère abordable des produits pharmaceutiques, y compris par la réduction des obstacles financiers. Favoriser l'utilisation appropriée des produits pharmaceutiques. Donc, l'utilisation appropriée, ça retourne de la question de la sécurité des patients, de l'optimisation des résultats de santé, du renforcement de la viabilité du système de santé. Finalement, d'offrir la couverture universelle des produits pharmaceutiques à l'échelle du Canada. Je vais déjà parler un peu de commentaires qu'on avait par rapport à ces dispositions-là. Euh, on comprend donc que le ministre prend en compte les principes qui sont énoncés et la loi canadienne sur la santé lorsqu'il collabore avec des provinces et des territoires. Euh, je pourrais juste faire un petit saut vers la prochaine diapo parce que je vais parler quand même tout de suite de cet article-là qui est assez important, puis on va revenir par la suite. On dit à l'article 5 que le gouvernement du Canada s'engage à maintenir le financement à long terme pour les partenaires et que donc, dans cette optique-là, c'est dans cette optique-là qu'on parle euh, de comment est-ce que le financement va se opérationnaliser. Donc, je reviendrai vers la précédente, s'il te plaît. Si le Québec ne signe pas d'entente, est-ce que ça veut dire que, dans le fond, le Québec va recevoir ou est-ce qu'il pourrait perdre des transferts fédéraux? On s'est posé la question. Pour l'instant, ce qu'on en retient, c'est que ça serait risqué pour le fédéral de retirer du financement qu'il n'a pas déjà donné pour des services qui sont nouvellement assurés. Puis, on veut pas, tu sais, on veut surtout avoir une collaboration avec les provinces et les territoires pour l'application de ce programme-là. Et légalement, ben, bien il y a des leviers au niveau politique, c'est plus ou moins ce que l'esprit de la loi semble présager comme type de collaboration, là, en fait. Ça ne serait pas de la collaboration, en fait. On peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Et donc, je reviens au financement à long terme. Ce que ça veut dire, ça, à long terme? On pense que ça veut dire au-delà d'un mandat d'un gouvernement. Et il faut prendre en compte la conjoncture politique actuelle où
on a vraisemblablement dans les sondages un changement de gouvernement qui s'annonce. Donc, il n'y a pas de garantie au final que du jour au lendemain, un programme pourrait être soit abandonné ou qu'un financement soit abandonné en vertu d'un changement de gouvernement, d'une idéologie qui est très différente. Au niveau du financement, je continue. Donc, le but du financement, c'est d'améliorer l'accessibilité et le caractère abordable des produits pharmaceutiques, en commençant par ceux des maladies rares. Donc, il y a déjà une stratégie pour les produits pharmaceutiques pour les maladies rares au fédéral et au Québec. Et donc, c'est possible que ce soit pour ça qu'on commence par celle-ci. Il y a déjà un chemin qui est tracé. Et toutefois, si on veut s'assurer du caractère abordable de ces médicaments avant de s'attarder aux autres thérapies, il y a un risque qu'on n'y arrive pas. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une stratégie parallèle? C'est à déterminer. Ensuite, le financement, il est destiné aux provinces et territoires et il est accordé principalement, je tiens à le souligner, là, toutes les couleurs possibles, principalement dans le cadre d'accord avec le gouvernement, leur gouvernement respectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'en dehors d'un accord, on pourrait recevoir de l'argent? Ah oui, OK, mais comment, à quelles conditions, qui pourrait avoir ça? Est-ce que ça veut dire aussi que dans la majorité, on souhaite que ça se fasse par des accords respectifs? Bref, il y a une certaine zone grise ici qu'il va falloir déterminer. Peut-être que ça va être dans l'application que ça va se définir. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, là, on a peut-être une petite précision ici, de ce côté-là, alors qu'on voit que le ministre va pouvoir effectuer, donc on souligne le peut pouvoir, effectuer des paiements à une province ou un territoire quand il remplit les conditions qui sont là. Donc, il y a un accord avec le partenaire. Le but, c'est d'élargir la couverture existante d'un régime d'assurance médicaments publics. C'est d'offrir une couverture universelle au premier dollar à payeur unique en ce qui concerne des médicaments sur ordonnance, des produits connexes destinés à la contraception ou au traitement du diabète. Donc, il y a plusieurs questions qui sont soulevées. Déjà, je vais vous spécifier qu'au premier dollar, de ce qu'on en comprend, ça veut dire il n'y a aucun financement de la part du patient ou de l'usager, là. C'est couvert en entier le coût du médicament. Donc, ce qu'on en comprend du paiement, c'est qu'on va venir élargir effectivement toute couverture existante, mais qu'est-ce qui est déjà existant en termes de couverture sur ces médicaments-là? Est-ce qu'ils seraient financés ou pas par le fédéral? On sait qu'il y a certains médicaments qui sont déjà financés, qui sont listés ici. Donc, qu'est-ce qui va advenir de cette couverture déjà existante? Ensuite, ben, il s'agit quand même d'une interprétation restrictive. On élargit pour une partie, pour certains médicaments, mais qu'est-ce qui va advenir des prochains médicaments? Est-ce que ça va être le même type de couverture? Ça reste à voir. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, il y avait euh, plus de détails là, sur justement qu'est-ce que c'est qu'une couverture universelle au premier dollar à payeur unique. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a aucune contribution directe des usagers au comptoir de la pharmacie pour les contraceptifs, les traitements pour le diabète. Pas de franchise, pas de code-part, pas de coassurance. Et nous, ce que ça nous fait dire, c'est que ça va plus loin que le rapport Hoskins lui-même, mais seulement on se comprend pour ces médicaments-là. Le rapport Hoskins commençait avec une liste de biens, pas de biens, mais plutôt de médicaments essentiels. Là, ici, c'est pour ces deux médicaments-là. Mais quand même, euh, on avait, euh, on avait prévu dans Hoskins une cote-part. Je vous réfère donc aux recommandations 8 et 9 du comité. C'était que les frais remboursables ne dépassent pas 5 par ordonnance, avec une cote-part de 2 pour les médicaments essentiels et un maximum annuel de 100 par ménage par année pour s'assurer que les patients rencontrent peu d'obstacles à l'accès. Donc, on va plus loin et on disait aussi que les personnes qui recevaient de l'aide sociale ou des prestations d'invalidité, supplément de revenus garantis, sont exemptées des cotes-part. Euh, il- on remarque aussi qu'il n'y a pas de condition d'admissibilité, mais que des règles de contribution seraient éventuellement à préciser. Donc, est-ce qu'il y aurait des primes? Est-ce qu'il y aurait des avantages fiscaux, quoi que ce soit?
On comprend aussi que parce qu'on modifie, on va plus loin que le régime du Québec, ben, il va falloir régler des questions au niveau de la loi actuelle, la loi sur l'assurance du médicament. Est-ce qu'il va falloir ajuster les mécanismes de financement du régime public, réviser la couverture, les règles de financement du régime privé? Ça reste à voir. Mais on suppose que c'est qui va advenir si le gouvernement québécois embarque dans la stratégie. Prochaine diapo, s'il te plaît. Bon, le projet de loi C-64 vient donner davantage de rôle à l'ACM, l'Agence canadienne des médicaments. Et en premier chef, ben, le ministre peut demander à l'Agence canadienne des conseils sur différents sujets. Donc, en premier lieu, l'efficacité clinique et le rapport efficacité-coût de médicaments sur ordonnance comparativement, pardon, à d'autres options de traitement. Elle peut demander des conseils sur les médicaments d'ordonnance qui devraient faire partie d'un régime et les conditions qui s'appliquent en lien avec celui-ci. Des conseils sur la collecte et l'analyse des données relatives à des médicaments sur ordonnance, sur les renseignements et les recommandations à fournir aux professionnels de la santé par rapport à l'utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance et les améliorations à apporter au système pharmaceutique, y compris au moyen d'une meilleure collaboration entre les partenaires. Euh, donc, on comprend que l'INES demeure dans le portrait malgré qu'on arrive avec ce projet de loi-là. Donc, on peut voir qu'il va y avoir une certaine dynamique dialogale entre ces deux entités-là. Est-ce qu'il y a un potentiel conflit à prévoir? C'est possible. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des enjeux qui sont très vastes qui sont énoncés euh, par ces pouvoirs-là. Peut-être qu'il y a moyen de prioriser, puis prioriser en fait d'améliorer le système pharmaceutique, de s'assurer que ça fonctionne finalement, la stratégie là, d'universalité pour les médicaments listés. Prochaine diapo, s'il te plaît. Ah, voilà, la liste nationale de médicaments. Là, premièrement, on est encore avec les anovulants, ben, en fait, les contraceptifs et le traitement pour le diabète. Mais on comprend du projet de loi qu'on vise à élargir. Et donc, le ministre, un an au plus tard après la sanction du projet de loi, ben, il va demander à l'Agence canadienne des médicaments d'élaborer une liste de médicaments sur ordonnance et de produits connexes essentiels. Donc, ça, c'est la première étape. Et ça va servir de point de départ à élaborer une liste nationale encore plus grande. Euh, et donc, dans tout ça, on vise finalement à avoir un régime d'assurance médicaments qui soit on dit compréhensif en anglais, mais exhaustif pour les besoins des Canadiens. Prochaine diapo, s'il te plaît. Euh, et une fois que la liste va être élaborée, ben, le ministre va entamer des discussions avec les partenaires et sur la base de cette liste, il va poursuivre le travail vers la mise en œuvre d'un régime d'assurance médicaments national et universel. Là, ce qu'on comprend par contre, c'est que c'est déjà possible pour le ministre de commencer à discuter. Mais quoi qu'il en soit, on a choisi ici une approche par étapes. Donc, on ne veut pas nécessairement appliquer un régime partout, la même affaire. On veut s'assurer de collaborer, pardon, le plus possible, aller chercher des collaborations et donc vraiment de s'adapter aux différences là, entre les États fédérés. Euh, donc, je passerai à la prochaine diapo, s'il te plaît. Et donc, encore une fois, après discussion avec les provinces et les territoires, le, le- le ministre va pouvoir demander à l'Agence canadienne des médicaments d'élaborer, au plus tard, encore une fois, un an après la sanction de la loi, euh, en collaboration avec les partenaires, on va élaborer une stratégie nationale d'achat en gros. Ça, c'est vraiment un autre pan très important. C'est ce qui va nous permettre, en tant que Canadiens, finalement, d'aller économiser sur le prix des médicaments. Donc, c'est de s'assurer que par la force du nombre, finalement, on va aller obtenir le meilleur prix pour les régimes provinciaux qui, eux, vont dans le fond, desservir les usagers en médicaments.
Euh, et donc, on se pose la question à savoir, il y avait l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne actuellement. Le Québec en faisait partie. Là, on est devant une structure qui est un peu plus gouvernementale, qui est moins, sans dire qu'elle est moins collaborative, mais qu'elle est moins volontaire, c'est ça. Donc, c'est vraiment un organisme créé par le gouvernement. Est-ce que le Québec va être tenté de participer quand même? Ça reste à voir, mais on voit quand même que collaborer dans cet enjeu-là, ça nous a apporté des gains et ça pourrait nous en apporter encore euh, pour l'avenir. Prochaine diapo, merci. À la suite en fait, un an après l'anniversaire de la sanction de la loi, le ministre va publier sur le site Web du ministère de la Santé une stratégie pan-canadienne relative à l'utilisation appropriée des médicaments. Il pourra en la suite demander à l'Agence canadienne de faire rapport au plus tard au troisième anniversaire de la publication de la stratégie et à tous les 3 années subséquentes. Donc, il y a quand même un travail de suivi. L'ACM va quand même, oui, va être sur la liste des médicaments, mais va aussi sur la stratégie à recommander là, qu'est-ce qui pourrait être fait mieux, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans cette stratégie qu'on va avoir mis en place. Prochaine diapo, s'il te plaît. Il y a aussi un comité d'experts qui va être mis en place, et lui, c'est assez rapidement, c'est 30 jours après la date de la sanction de la loi. Et on va prévoir donc on en prévoit la composition. Ce comité-là va être chargé de formuler des recommandations sur les options de fonctionnement et de financement d'un régime d'assurance médicaments national et universel à payeur unique. Et au plus tard, au premier anniversaire de la sanction de la loi, ben, le comité va faire rapport par écrit de ses recommandations au ministre. Puis ça va être important de voir qui siégera sur ce comité-là. Évidemment que s'il y a plus de personnes qui sont de l'industrie, mais ça va avoir une incidence. S'il y a plus de personnes qui sont au niveau des assurances, des représentants des assurances, ça va avoir une incidence. S'il y a du monde des groupes de patients, etc. Donc, la composition, il va falloir vraiment vérifier qu'est-ce qui va en advenir. Et je, je crois donc, en fait, c'est pas que je le crois, c'est que ça va avoir une incidence nécessairement sur les recommandations qui vont être données au ministre, là, dépendamment de ce qu'on va avoir décidé comme membership. Euh, Prochaine diapo, s'il te plaît. Oui. Olivier, peut-être avant de parler des pistes d'action, parce qu'on va rentrer après dans les questions, discussions. Je ne sais pas, peut-être tu voulais le faire aussi, mais en gros, qu'est-ce qu'on retient de ce projet de loi-là qui, somme toute, il n'y a pas beaucoup d'articles, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de volonté, on sent. C'est beaucoup un projet de loi qui nous apparaît assez politique dans le sens que on dit ce qu'on veut faire, mais on prévoit beaucoup de souplesse, de marge de manœuvre pour s'assurer de la collaboration des provinces. C'est ce qu'on sent parce que, bon, il fallait déposer de quoi pour le 1er mars. Ils l'ont fait. C'est pas très précis. On parle beaucoup de discuter, de s'entendre, de collaborer et ça pourrait s'annoncer peut-être ardu. En tout cas, on peut souhaiter que ça ne le soit pas. Mais c'est clair que déjà, beaucoup d'organisations se sont prononcées et ça peut devenir autant des pistes d'action ou des leviers d'action potentiels. Je vous donne un exemple. On a les anticoagulants et le traitement contre le diabète comme étant les médicaments ciblés. Déjà, il y a plein d'organisations, ACV, maladie d'Alzheimer, maladie cardiaque, tout ça, des groupes qui ont accueilli l'annonce en disant oui, mais il y a d'autres médicaments essentiels qu'il faut couvrir. Donc, comment va se bâtir une liste compte tenu qu'on doit aussi répondre aux maladies rares avec des budgets limités? Alors, il y aura un rapport d'influence assez important des différents groupes d'intérêt. Et ce qu'on a entendu, c'est qu'à partir du moment où tu crées un précédent, tu dis on offre la couverture universelle sans contribution financière directe à l'ensemble de la population, le pari qui est fait, c'est que ça va être très difficile pour un autre gouvernement ou de retirer un gain que la population aura fait. Et quand tu crées ce précédent-là, mais là, d'autres groupes peuvent dire oui, OK, maintenant, quoi d'autre? Alors, il faut regarder, autant il y a des groupes qui vont possiblement mettre des bâtons dans les roues,
Il y a d'autres groupes déjà qui disent OK, bonne idée, mais n'oubliez pas, il va falloir travailler à plusieurs niveaux. Et là, on arrive aux pistes d'action potentielles. Fait que simplement vous dire qu'on est en train de répertorier toutes les réactions, autant au niveau des coûts, de la couverture, de la collaboration des provinces, des groupes d'intérêt, comment tout le monde se prononce. Puis juste vous donner un exemple, Diane Francaire, qui est l'ancienne présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui est maintenant la présidente de l'Association des gynécologues du Canada, je ne suis pas sûre que je le nomme comme il faut, a déjà salué publiquement la couverture universelle des anovulants en disant que c'est très important et qu'il faut adopter le régime public universel. C'est assez intéressant de regarder comment les différents groupes se positionnent. Si tu me Fait que voilà. si tu me permets, Lise, je voulais aussi rajouter que la stratégie fédérale fait en sorte que nécessairement, il va y avoir des provinces qui vont aller de l'avant en premier et qui vont peut-être tracer la voie avant d'autres provinces. On pense souvent au Manitoba, là, qui vient d'élire un premier ministre néo-démocrate dont la priorité était la santé et donc le renforcement du régime public au Manitoba. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand le Manitoba, par exemple, offre ses médicaments euh, et que d'autres provinces ne le font pas? Il va y avoir il va y avoir cette réflexion-là qui va être créée. Et également, je voulais spécifier que on a parlé brièvement de l'Agence canadienne du médicament. On voit qu'elle a elle a des pouvoirs d'émettre des rapports, des recommandations, des conseils, mais elle n'a pas, en tout cas, on n'entrevoit pas qu'elle a des pouvoirs d'ordonnance ou des pouvoirs plus obligatoires. Et donc, en tout cas, on a l'impression que finalement, c'est un organe consultatif et que tout le pouvoir va rester quand même entre les mains du politique, à savoir comment va aller de l'avant ce régime-là ou comment est-ce que les différents médicaments vont être insérés là, au fil du temps. Je ne sais pas à ce moment-ci, ben, ça ne laisse pas beaucoup de temps. On a peut-être une vingtaine de minutes pour répondre aux questions, mais aussi notez vos commentaires, réflexions, éléments d'analyse. On n'a pas la prétention de, de comprendre précisément où ça s'en va, qu'est-ce qui va se passer. Il y a place à l'interprétation, il y a des zones grises et il y a certainement un travail de clarification à demander. Donc, on a du travail à faire pour mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi pour influencer la suite des travaux. Mais là, pour nous, pour l'instant, c'est une phase d'appropriation de notre, de partager notre compréhension commune de ce qui est écrit. Puis, on a fait de notre mieux avec le temps qu'on avait à partir de ce qu'on comprend des enjeux, mais certainement que vous pouvez aussi contribuer à cette réflexion-là ou poser vos questions. Fait qu'on s'est ouvert. On pourrait continuer à parler, mais on veut vous entendre aussi. Fait que c'est... Est-ce qu'il y a des questions, réactions, inquiétudes? Je ne sais pas trop. Je vois pas de questions dans la salle. J'ai pas de main levée pour l'instant. Sinon, moi, je vais peut-être vous en poser. Ah, OK? Parce qu'on Il y ne aurait peut une pas tout question. faire. Hein? Ah oui, il y a une question. Oui. Parfait. Il y aurait Lisette qui a une question. C'est vraiment une petite question de forme. Quand on parle de contraception, on parle vraiment juste des anovulants ou de la contraception en général? Puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'on sait si pour quelles raisons ces deux problématiques, ces deux catégories de mhm. médicaments-là ont été ciblées, contraception et diabète? Je peux répondre en Merci. partie, Olivier, si tu Oui, veux. vas-y. Bien sûr. C'est vraiment contraception. On a vu des gens déjà nommer tous les types de contraception, incluant la pilule d'urgence, la pilule du lendemain. Puis, bon, OK. mais c'est une bonne question, mais c'est vraiment dans le texte de loi, c'est le terme contraception. Écoutez, pourquoi ces deux-là ont été ciblés? On n'a pas fait partie des discussions stratégiques, mais c'est clair qu'il y a certainement une stratégie politique derrière ça.
Je ressortais des statistiques tantôt du nombre de personnes que ça concerne. Je vais vous le dire. Je pense qu'en termes, au niveau de la contraception, on parlait qu'il y avait identifié que ça touchait 9 millions de personnes au Canada. Donc, on s'entend que c'est pratiquement une personne, 4 fois 9, 36. C'est quasiment 25 de la population qui pourrait être concernée par cette question-là. Et ça inclut les jeunes. Puis les jeunes, ben, c'est la relève des gens qui votent, puis que politiquement, ben, en tout cas, ça peut être ça. Et ensuite, le diabète, parce que c'est une maladie qui engendre énormément de coûts quand elle n'est pas bien contrôlée, notamment au niveau ça coûte très cher. Les textes, ce que les gens disent en moyenne, c'est 18 000 par année en traitement pour le diabète. Donc, c'est une maladie coûteuse. Ça touche énormément de gens. Et quand c'est mal contrôlé, ça coûte excessivement cher au système. Donc, ça touche à beaucoup, tu sais, c'est comme une corde sensible qui parle à beaucoup de monde. C'est facile à comprendre. Puis, ça crée probablement l'effet d'entraînement. Tu sais, là, tu dis, OK, on traite le diabète, qu'est-ce qu'on va faire avec les ACV, les maladies cardiaques? Tu sais, on crée, comme dans l'imaginaire, une préoccupation qui touche beaucoup de monde. Je ne sais pas si ça répond, mais on ne peut pas vous confirmer politiquement pourquoi ces deux-là, pourquoi pas les maladies cardiaques, pourquoi pas le cancer. Il y a sûrement des stratégies aussi face à l'industrie pharmaceutique si on ne peut pas répondre. Merci beaucoup, ça répond parfaitement. Merci. Sinon, excuse-moi, en complément d'information, je vous invite à aller voir. En fait, je pourrais mettre le lien dans le chat, en fait. La liste complète des contraceptifs là, qui sont visés, elle est présente là, sur le site du gouvernement du Canada. Je vais vous la mettre en lien ici. Merci. La prochaine question, ce serait Julien Laflamme. Oui, ben, c'est plus un commentaire, je dirais, qu'une question, là, mais parce que Lise nous invitait à partager nos analyses stratégiques, là, puis on a eu ces discussions-là depuis quelques années quand même, là, mais tu sais, en fait, globalement, je pense que on se doit d'appuyer le projet de loi. Tu sais, la plupart d'entre nous l'avons déjà fait, mais tu sais, les débats en comité ne devraient pas commencer avant tard dans le printemps. Puis, tu sais, plus le temps va avancer, plus il va y avoir de l'incertitude sur la survie de ce gouvernement-là. Fait que, tu sais, s'assurer que le projet de loi progresse, ça va être quelque chose d'important. L'autre élément, ce qu'on a de la difficulté à faire depuis des années, c'est tout le travail de sensibilisation par rapport aux défaillances de notre régime actuel au Québec. Là, je veux dire, c'est pas qu'on ne l'a pas essayé, là, ça fait des années qu'on martèle ça, que ce soit en intersyndical, que ce soit aussi avec des coalitions plus élargies à l'époque, avec l'Union des consommateurs et tout ça, mais je veux dire, on a fait peu de progrès, tu sais, en tout cas, à ma lecture à moi, dans les 6-7 dernières années, puis c'est pas par manque d'efforts, mais je pense qu'on devra continuer ça. C'est l'élément le plus important. Parce que après ça, sur la question du projet de loi, je trouve que c'est intéressant que le gouvernement l'ait cadré en deux étapes. Une étape où dès maintenant, le gouvernement a l'autorité de faire des transferts pour les médicaments pour la contraception puis le diabète. Puis la deuxième étape qui est un peu plus longue, honnêtement, ça, je suis moins optimiste parce que l'adoption du projet de loi risque d'être juste à la fin de la session parlementaire ou peut-être, si on est malchanceux, à l'automne. Euh, le temps que l'Agence du médicament fournisse une liste, que les discussions démarrent, honnêtement, ça va être ça va être après les élections, là. On s'entend, là. Fait que je suis plus ou moins optimiste là-dessus. J'espère, comme Olivier l'a dit, que les provinces comme le Manitoba vont négocier des ententes rapidement sur les contraceptifs et le diabète pour nous permettre de faire nous-mêmes des pressions au Québec. Dernier élément sur le contenu plus spécifique du projet de loi, il y a un enjeu, effectivement, ça l'a nommé, là, sur la superposition des pouvoirs de l'Agence canadienne du médicament puis de l'INES, ou peut-être qu'il y a des éléments qui vont demander qu'on demande des amendements au projet de loi. Je trouve que oui, pour certains aspects, là, l'Agence du médicament est utilisée comme un espèce de comité aviseur au ministre qui, en définitive, va être celui qui va aller se promener et rencontrer les provinces pour décider de la suite des choses.
Mais il y a des éléments du projet de loi en tout cas, le projet de loi semble donner des pouvoirs plus structurés que ça là, à l'Agence canadienne du médicament, là, notamment la stratégie nationale d'achat en gros. Le ministre, blablabla, blablabla, en collaboration avec les partenaires, demande à l'agence d'élaborer une stratégie nationale d'achat en gros. Fait que c'est l'agence qui va élaborer la stratégie. C'est pas juste un rôle consultatif à ce moment-là, là. Puis il y a un problème de gouvernance, en fait, là, à l'Agence canadienne du médicament, à mes yeux, là, parce que c'est pas un organisme intergouvernemental, là. Le Québec a un siège d'observateur là, par le biais de l'INES, mais c'est pas un organisme intergouvernemental, enfin. Fait que, il y aura peut-être là, des amendements à apporter pour s'assurer que tu sais, que le champ de compétences du Québec vis-à-vis de la gestion de la liste du médicament, puis tout ça soit respecté, là. Mais dans un cadre qui ne soit pas celui que prônait originalement le Bloc, là, qui est un. Évidemment, on ne veut pas un transfert sans condition puis que le régime hybride soit maintenu, là. On veut un projet de loi pour forcer le Québec à faire une réforme, évidemment, là. Euh, Puis, tu sais, comme élément d'analyse, là, au début de la présentation, j'ajouterais peut-être le fait que, tu sais, le, pro- le régime hybride est tellement problématique que la part qui est payée par le régime public dans le total des dépenses de médicaments, aujourd'hui, est redescendue plus bas que ce qui était avant 97, c'est-à-dire avant qu'on fasse la réforme pour instaurer le régime hybride. Fait que, tu sais, en tout cas, à mes yeux, ça démontre à quel point c'est un système qui est défaillant, là, puis qui n'arrive plus à aider le monde pour le Ouais. vrai. Ben, en réaction, merci Julien. Julien, c'est un fier collaborateur de longue date du dossier. Fait que j'apprécie énormément là, d'avoir des réflexions de tout le monde. Euh, la question d'un projet de loi en deux temps, c'est vrai que c'est très stratégique d'avoir tout de suite prévu deux classes de médicaments parce que les gens souhaitaient que le gouvernement, dans son prochain budget, prenne des engagements financiers. Dans le fond, il essaie, je pense que le NPD, sa stratégie était de créer un précédent dans l'esprit, dans l'imaginaire des gens pour créer l'effet d'entraînement, quoi qu'advienne à quel projet de loi. L'idée, je pense, c'est vraiment ça, c'est d'annoncer une intention et de prévoir déjà des mécaniques financières pour mettre en place des ententes et bâtir comme ça une couverture universelle stratégiquement à la pièce. L'INES, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux au Québec, pour les gens qui ne savent pas, et qui a plusieurs rôles, mais notamment tout faire des analyses pharmaco-économiques, c'est-à-dire l'efficacité coût-bénéfice des médicaments, qui formule des recommandations au gouvernement pour les inscrire sur la liste des médicaments assurés par la RAMQ, le volet public. Fait que et là, il y aurait comme un tiraillement entre cette instance-là provinciale et l'Agence canadienne du médicament. Donc, puis effectivement, il y aura un travail de surveillance, de vigie des travaux législatifs, puis voir où on se positionne sur comment on peut mener de front la mise en place d'un régime pan-canadien tout en s'assurant qu'il y ait une collaboration avec les partenaires du Québec. Donc, il y a certaines conditions qu'il faut peut-être identifier puis défendre pour qu'il y ait cette collaboration Québec fédéral. Mais déjà, dans les réponses de députés, on sent que les gens reconnaissent la nécessité de collaborer. Et on est 1% du marché mondial pharmaceutique, le Québec. Fait qu'on est je veux dire, on ne peut pas avoir la prétention de pouvoir régler tout par nous-mêmes sans collaborer parce que l'industrie pharmaceutique, c'est quand même un gros joueur. Donc, puis effectivement, ben, le régime hybride, comme tu dis, Julien, il y a beaucoup de ratés actuellement. Puis ben, il faut continuer le travail, ça, c'est clair. Travail d'éducation. Merci. Olivier, est-ce que c'était concernant cette question-là? Oui, ben, dans le fond, merci Julien pour les commentaires. Puis d'ailleurs, ça me permet de préciser effectivement que l'ACM a des pouvoirs par rapport à la liste nationale de médicaments, par rapport à la stratégie nationale d'achat en gros. Là où j'ai peut-être été moins clair, c'est vraiment au niveau
de la stratégie relative à l'utilisation appropriée. C'est là où on sent que l'ACM a peut-être moins d'impact, où on est très dans la recommandation, on est très dans les rapports, mais quand on parle de rapports, c'est là où finalement le politique peut décider d'en prendre compte seulement puis d'arrêter là ou de l'appliquer. Donc, c'est peut-être à ce côté-là, là, je tenais à préciser. Merci. Merci, Olivier. Ce serait le tour d'Édith Saint-Hilaire. Oui, bonjour. J'imagine que chaque province a un régime de protection, d'assurance, médicaments. Je ne suis pas, je suis pas familière là-dedans. D'une part, à ce moment-là, est-ce qu'on sait c'est quoi la position des autres provinces, à savoir est-ce qu'ils accueillent bien le régime, le projet de loi, c'est-à-dire, euh, nous permettant de savoir à ce moment-là comment les provinces peuvent faire front commun dans leurs négociations, par exemple. Là. Et est-ce que on est du côté du Québec loin du compte par rapport aux autres provinces sur qu'est-ce qui est couvert ou pas, ou comment ce régime-là sera complémentaire là, comme tel? Mais en réponse, puis Olivier, tu compléteras si j'oublie des choses. euh, le Québec est la seule province qui a un régime universel, c'est-à-dire que tout le monde est couvert, soit par le volet public ou privé. Puis au Québec, si tu as une assurance privée, tu dois être couvert par ton assurance privée. Les autres qui n'en ont pas, c'est eux qui sont couverts par le régime public. Ailleurs au Canada, c'est variable selon les provinces. Il existe différents régimes publics. Je pense, comme je disais, il y en a une centaine, mais souvent, ça cible des groupes vulnérables, mettons des tranches d'âge ou maladies rares ou un type de. Donc, un groupe ciblé ou une problématique ciblée, mais c'est jamais une couverture universelle. Et il y a énormément de gens au Canada qui n'ont aucune couverture d'assurance médicaments. Donc, on est quand même. Puis ces gens-là, ben, c'est des problématiques d'endettement très importantes qu'ils rencontrent. Alors oui, on a un avantage par rapport aux autres provinces, mais un avantage qui nous coûte très cher parce qu'on ne contrôle pas les coûts adéquatement. Et d'ailleurs, quand on a fait des rencontres politiques, c'est que souvent, les responsables politiques parlent de financement. Ils vont dire, ben là, c'est pas à Québec de financer ça, c'est un nouveau programme fédéral. Le fédéral doit nous donner l'argent pour. Mais ce qu'on a répondu, nous, que ce soit de l'argent du Québec, du fédéral ou de nos poches, c'est toujours nous, consommateurs, qui payons. C'est ultimement, là. Alors, on ne peut pas en faire un enjeu seulement de financement, mais surtout de contrôle des coûts. Alors, et là, le régime est très éclaté, même au Québec, la multitude de régimes privés fait qu'on ne réussit pas justement à faire cet objet-là de la loi qui était de contrôler les coûts, on n'y arrive pas. Par rapport au positionnement, les provinces qui semblent favorables, comme le dit Olivier, le Manitoba, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve ont exprimé un intérêt à aller de l'avant. L'île du Prince-Édouard a déjà signé 2 ententes avec le gouvernement fédéral dans l'optique d'y aller par étapes pour mettre en place un régime public universel. 2 Québec se sont déjà prononcés contre, c'est l'Alberta et le Québec, en disant, ben, nous autres, on veut un respect de champ de compétences, on veut les transferts fédéraux inconditionnels. Toutefois, en Alberta, c'est intéressant, il n'y a pas de consensus. Même les chambres de commerce d'Edmonton puis de Calgary, je crois, ont dit publiquement, ben là, le gouvernement, avant de répondre d'emblée qu'on n'en veut pas, ben, il devrait peut-être attendre de voir les détails parce qu'on devine que les assureurs privés commencent à trouver également que ça coûte cher, les médicaments. Fait que c'est pas, quand on dit une province est contre, ça dépend qui a dit qu'il était contre. Si le gouvernement dit je suis contre, mais que tous les groupes de défense de droit, puis que les chambres de commerce, puis que de plus en plus de joueurs qui commencent à dire oh, un instant, nous, on voudrait en savoir plus, ben, fait que oui, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt, puis la stratégie d'y aller par étapes avec les provinces intéressées, en citant des catégories de médicaments, je pense que c'est habile. C'est sûr que ça risque d'être long s'il y a toujours des contraintes, puis du monde qui s'oppose, puis qu'on dit qu'on n'a pas l'argent, parce qu'il risque d'avoir un arbitrage qui va se faire pour la liste des médicaments là, couverts.
comment ils vont décider qu'est-ce qui est couvert ou pas. Et là, j'imagine que les groupes de patients vont commencer à s'activer pour qu'on fasse inscrire leurs médicaments sur la liste des médicaments couverts. Alors, c'est ça, il va y avoir un arbitrage. Socialement parlant, il va falloir être en mode écoute. Il va falloir toujours travailler sur la base des grands principes rassembleurs. L'accès, l'équité, contrôle des coûts, parce que si on ne contrôle pas, c'est autant d'argent qu'on n'a plus pour les autres services de santé. Puis ça fait consensus. On ne peut pas s'opposer à des grands principes comme ça, puis travailler avec l'ensemble des partenaires. Je ne pense pas qu'il faut rentrer dans une logique de confrontation, il n'y arrivera pas. Mais plus on va dialoguer et bâtir ce régime-là, ben, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est une petite éditoriale, là, mais. Merci, Lise. Il est 12h53. On prendrait peut-être une dernière question. S'il n'y en a pas, ça serait peut-être le petit Ouais, ben, wrap-up. j'ajouterais Vas-y. un commentaire que j'y pense souvent. Nous, il va falloir faire attention de ne pas tomber dans le piège d'une stratégie occupationnelle. Parce qu'il y a tellement d'enjeux et d'acteurs et d'actions possibles. Le gouvernement pourrait, le gouvernement, non. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, je nommerai pas personne, mais on pourrait nous occuper longtemps en travaillant sur des questions spécifiques, puis ça pourrait durer des années avant qu'on arrive à. Fait qu'il va falloir être assez stratégique sur où on met nos énergies pour y arriver le plus correctement et le plus rapidement possible. Pas tomber dans les détails, puis des luttes d'arbitrage, puis c'est ça. Fait comme coalition, les défis sont quand même importants. Mais fait que je ne sais pas si vous avez des attentes face à la coalition. Julien disait il faut faire encore de l'éducation. Est-ce que vous souhaitez exprimer ce que vous attendez de nous pour la suite des choses? Oui, j'ajouterais, si vous sentez que justement, il y a des points où, au niveau populationnel ou dans vos groupes locaux, vous sentez qu'il y a encore des interrogations, des mythes à démystifier, quels sont-ils? Ça serait vraiment intéressant. Ouais, on avait Michel Beaulieu qui voulait Oui, s'exprimer. rapidement, comme stratégie pour pas discuter avec le gouvernement, là, mais pour stratégie, il faudrait peut-être avoir les statistiques de qu'est-ce que ça coûte ces médicaments-là au régime actuel, puis qu'est-ce que ça coûterait si les clients, si les gens n'auraient pas à payer de franchise ou de frais. D'amener ces chiffres-là au gouvernement pourrait peut-être faciliter la négociation. C'est mon point. Merci beaucoup, Michel. Il y avait Edith qui avait un autre point. Ben, je pense que l'enjeu principal, c'est vraiment le contrôle des coûts et les achats regroupés qui peuvent nous permettre justement de baisser les coûts parce que on disait tantôt que c'est une lutte de 60 ans. Je pense que ça fait 60 ans aussi qu'on dit que ça coûte toujours trop cher. Puis Élise le disait tantôt, si on contrôle le coût des médicaments, ben, il y aura plus d'argent pour d'autres choses. Fait que je pense que c'est ça qui est, tant qu'à moi, qui est au cœur là, d'objectifs importants peut-être à mettre en priorité là, dans le cadre des négociations de ce projet-là, de loi-là. Merci, Edith. Puis peut-être j'inviterais les gens c'est il y a 3 semaines qu'on a lancé notre deuxième appel à l'action. C'est la campagne de lettres qu'on achemine aux députés du Québec, députés provinciaux du Québec. Puis on a déjà 300 lettres qui ont été acheminées et ça semble faire peut-être pas bouger les choses, mais faire réfléchir des gens pour que ça devienne indéfendable ou de répéter qu'on a un bon régime hybride. Il faut que ça devienne gênant de dire ça parce que oui, c'est mieux que rien, mais de là à dire qu'on le défend bec et ongle comme étant le meilleur des régimes, ils ne peuvent plus dire ça, là. Et de démontrer le front, le consensus social québécois, c'est important. Fait que si vous ne l'avez pas fait, tout est sur le site de la coalition, là. Tout à fait, là, puis je vais renvoyer aux participants puis à nos membres la présentation, le PowerPoint qui allait avec également. Il y a beaucoup de références dedans.
Puis je vais mettre aussi un lien là, pour la campagne de lettres pour ceux qui n'ont pas participé, là, de joindre leur voix. Il n'est pas trop tard. Le mot de la fin? Ben, merci Geneviève pour l'organisation. Ah ben merci beaucoup. Merci à tous et toutes d'être venus parmi nous, d'avoir échangé. C'est sûr que c'est très à chaud encore pour tout le monde, mais c'est une amorce. Donc, je dirais que le mot de la fin, c'est à la prochaine. Oui, puis si vous voulez embarquer sur le comité assurance médicaments, puis vous êtes membre, il faut être membre de la coalition, bien sûr, ben, vous êtes les bienvenus. Il y a beaucoup de pain sur la planche, mais je vous dirais que c'est pas mal intéressant ce qui se passe. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et